Dans les choses que vous pouvez anticiper, on va changer de sujet. On va parler de nos PER, parce que dans les choses qu'il faut anticiper aussi et auxquelles il faut laisser du temps, c'est bien notre épargne retraite, votre épargne retraite. Et la question qu'on se posait en préparant ce talk hier soir, c'était est-ce que nos PER sont calibrés pour la hausse des taux? Charlotte, vous nous donnez un peu de contexte? Oui, en fait, le PER est sorti au moment de la loi PACS en 2019. Et à ce moment-là, les taux l'OAT 10 ans étaient quand même plus élevés que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et avec une répercussion directe sur, je dirais, le sous-jacent phare du PER qui reste, heureusement ou malheureusement, le fonds euro. C'est vrai qu'on a une tendance chez l'épargnant français à se diriger vers les actifs les plus sécurisés, voire même garantis en capital. C'est un petit peu antinomique avec placement financier, mais en tout cas, c'est la culture qu'on a aujourd'hui en France. Est-ce que le PER est calibré? Donc, c'est bien que votre PER propose du fonds euro, mais il faut savoir qu'un fonds euro, en fait, il ne va pas avancer au même rythme que l'inflation. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, si votre fonds euro fait 2%, mais que l'inflation est à 5%, vous avez l'impression de ne pas perdre d'argent, mais vous perdez en termes de pouvoir d'achat. Et en plus, on est sur un placement plutôt de très long terme, puisqu'on est sur un placement retraite, et les conséquences à terme peuvent être désastreuses sur le pouvoir d'achat des futurs retraités. Alexandre? Ouais. Enfin, Stéphane l'a rappelé, on le dit tous, hein, on est sur un sujet qui se joue sur le long terme. Hein. Si on est en bourse, on peut jouer sur le court terme, mais lorsqu'on est dans le cadre d'un PER, lorsqu'on est sur des placements en private equity, c'est la durée qui va donner les meilleurs rendements. Dans le cas de l'immobilier, vous pouvez le voir dans le contexte actuel. On a un contexte actuel, oui, certes, de baisse des prix. On a aussi un contexte de crise du logement. Hein. Donc, investir aujourd'hui dans l'immobilier et, par exemple, chez Tuygo, on a un promoteur qui exploite des résidences étudiantes, finalement, là, dans quelques années, ça peut payer parce que vous avez un vrai déficit d'offres sur le marché. Si on prend le cadre du PER, dans le PER, on peut mettre différentes choses dedans. Hein. Et la loi pour l'industrie verte, là, encourage les Français, va encourager les épargnants à mettre des unités de compte non cotées, du private equity aussi, qui vont avoir un effet intéressant sur le rendement. Oui. Voilà, à partir de 2024. Je pense que ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est ne pas céder à la panique, essayer de réfléchir de manière rationnelle, se projeter sur un horizon de long terme, et puis s'éduquer et ou se faire accompagner, conseiller pour prendre les bonnes décisions. Stéphane, tout à l'heure, vous nous rappeliez le triptyque rendement, risque, liquidité, et puis dedans, vous nous rajoutiez le temps. Depuis tout à l'heure, on a ce mot de temps à la bouche. Est-ce que vous pourriez nous donner un conseil que vous auriez voulu recevoir quand vous étiez plus jeune investisseur? Alors, je l'ai reçu. J'avais pas forcément... j'étais pas encore assez câblé, pardonnez-moi du terme, pour le pousser. Moi, je suis très fan de Warren Buffett, qui est un homme d'affaires qu'on aime ou qu'on n'aime pas aux États-Unis, qui est quelqu'un de très particulier, mais qui disait depuis, moi j'ai 46 ans, ça fait à peu près une trentaine d'années que je l'entends dire, pour la prise de risque et son exposition au risque, et alors en particulier lorsqu'il s'adresse à des jeunes étudiants à qui il conseille de préparer sa retraite, et on parle aux États-Unis, où il n'y a pas de fonds garantis, et il n'y a pas de... Les étudiants partent avec moins de 300 000 euros sur un... Il n'y a pas de fonds euro garantis aux États-Unis, et puis vous n'avez pas de retraite par répartition, donc là, on est vraiment beaucoup plus exposé quand on a 25 ans aux États-Unis. Il leur dit le bon mécanisme, c'est vous prenez une base 100 et vous enlevez l'âge que vous avez, et vous avez la proportion d'actions dynamique que vous devez avoir dans votre portefeuille, parce qu'ils n'ont pas d'assurance vie non plus. Donc si vous avez 25 ans, grosso modo, c'est 75% d'actions dynamiques. En revanche, si vous ouvrez un compte à 60 ans, ça n'est plus que 40%. Et à la fin, à 80 ans, vous ne devez plus avoir que 20% d'actions dynamiques. Le reste étant, je le rappelle aux États-Unis, du maximum sécurisé, souvent des actifs immobiliers, parce qu'il n'y a pas de fonds euro garantis. Donc voilà un conseil qu'on m'a quelque part donné, que j'ai souvent appliqué à mes propres finances et que je répète à mes clients, parce que sur le PER, qui est un produit génial, vous avez énormément de temps devant vous, et surtout ces dernières années, c'est un produit qui a développé beaucoup son offre financière et qui devient aussi utile et aussi intéressant financièrement à travailler pour nous les professionnels qu'une assurance vie, qu'un compte titre ou qu'un PEA. Il y a plein d'options fiscales, techniques, et en plus il est dans le collimateur plutôt positif du gouvernement qui parlerait d'ouvrir la sortie en capital aux autres poches et pas simplement au plan d'épargne retraite individuelle. Donc il y a beaucoup de choses en ce moment entre le climat, la transition écologique et peut-être des ouvertures pour les PER collectifs. Les Français doivent tous avoir un PER. Parce qu'en plus, la prime de risque, elle est couverte par une partie de défiscalisation. Et c'est important. Le mot de la fin pour Charlotte. Tous les Français doivent avoir
un PER, mais en tout cas, c'est fini pour nos enfants. C'est fini pour les enfants. Enfin, on attend la loi de finances de 2024. Mais oui, coup de massue pour les parents qui s'étaient tentés au PER enfant, où le dispositif était plutôt astucieux, puisqu'en fait, les enfants disposaient aussi d'un disponible fiscal qui était équivalent à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, à défaut d'avoir un revenu. Les enfants, on le rappelle, ne travaillent pas, donc n'ont pas de revenus. C'est plus possible. Ça va être remplacé par le PEAC. Donc, c'est un espèce de livret. On a quelques informations. Ça ressemblerait plus ou moins au livret A. J'ai un peu envie de dire que le gouvernement nous l'a fait un peu. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On est là pour financer avant tout la transition écologique. Ça, on l'a compris. Mais c'est un livret qui, a priori, ne serait pas garanti en capital. Ça reste encore un peu nébuleux. En tout cas, sachez que pour les personnes qui ont ouvert un PER enfant, ça c'est quand même le plus important, ils ne pourront pas renouveler l'expérience l'année prochaine. Donc attention à la fin d'année à ce que vous êtes en train de faire. Et par contre, les PER enfants qui ont été ouverts pourront être transférés vers ce nouveau PEAC. Donc pas disponibilité des capitaux jusqu'à la retraite. Si vous avez eu l'opportunité de faire 2-3 versements de 4 000 euros, on n'a pas 12 000 euros qui se perdent dans la nature comme ça, qui représentent quand même une somme d'argent. Merci pour ces précisions. Charlotte Tamer, directrice conseil de Yomoni, avec nous dans l'équipe pour décrypter l'actualité de vos finances personnelles. Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement, et puis Alexandre Leng, cofondateur de Tudigo. Merci à tous les trois.